Alors, chapitre 2. Quand les héros affrontent les monstres. Hop, mais je me suis pas préparée. C'est long ou c'est pas long? Ah ouais, c'est un long chapitre. Bon, c'est pas grave. Alors, l'âge des héros. Après avoir raconté la création du monde et la répartition des pouvoirs entre les multiples dieux, les mythes parlent des hommes assez extraordinaires pour qu'on s'intéresse à eux. Les héros. Selon les anciens, l'âge héroïque fut très bref, pas plus de 3 générations. Oh là là, ça je savais pas. Bon, en tout cas, c'est pas la génération de mes parents. Alors, ah, je suis méchante. Euh, Mêler ça aux hommes qui suivirent, un souvenir glorieux mêlé de nostalgie. Qu'est-ce qu'un héros? Effectivement, il y a beaucoup de rois et de nobles familles, entre guillemets, qui se revendiquent être les descendants de héros. À tort ou à raison, moi je dirais plutôt à raison, parce qu'on n'invente pas une telle chose. Et puis, il a bien fallu que les histoires de ces gens se transmettent oralement avant de se transmettre à l'écrit. D'ailleurs, on en parle dans Hésiode, dans les laborieuses préfaces des théogonies d'Hésiode. Moi, je suis plutôt pour le fait que les héros aient existé. On ne retient pas les choses et on n'écrit pas au sujet de choses non nécessaires, en vérité. Un dieu dans la famille, enfin surtout à l'époque où c'était très laborieux d'écrire et où cela nécessitait beaucoup de moyens. Donc on n'écrivait pas pour des futilités. Un dieu dans la famille. Bah, c'est un long chapitre, donc j'ai le droit de fumer. Le héros se distingue d'abord de l'humanité commune par son origine. Lui-même est mortel, mais il a un dieu parmi ses parents ou ses ancêtres. Un sang divin qui coule dans ses veines. Il tire une qualité exceptionnelle, la force invincible pour Héraclès, l'audace et la séduction pour Thésée, les charmes de la poésie pour Orphée, la ruse pour Persée. D'incroyables exploits. On ne naît pas héros, on le devient en faisant bon usage de ses qualités hors du commun pour relever d'impossibles défis où tous les autres auparavant ont trouvé la mort. La grande affaire de la première génération des héros de la mythologie est d'affronter des monstres réputés invincibles. Comme quoi la réputation, caca. Hein. Une gloire impérissable. L'exploit ne vaut rien s'il ne laisse pas de traces utiles et durables. Partout où le héros passe, la civilisation avance. Une ville est fondée, un chemin est nettoyé, de ces monstres et de ces brigands, un art est inventé. Même si le héros meurt, il est immortalisé dans la mémoire des hommes et dans les mythes qui le racontent. Et même en général, on en fait une étoile ou une constellation. On lui donne le nom d'une fleur ou d'un arbre ou, ou d'autres trucs. Orphée aux enfers. Orphée vit en Thrace, dans la tribu des Cicones. Les Cicones, c'est très poétique. De son père, le dieu Apollon, il a hérité un talent exceptionnel pour la musique. Son chant, qui l'accompagne de la cithare, est si envoûtant qu'il attire à sa suite les animaux sauvages, les pierres et les arbres. Le jour de ses noces, avec la belle Eurydice, dont il est fou amoureux, son bonheur est au comble. Mais, brusquement, comme le raconte ici le poète latin Ovide, la fête tourne court. Donc ça y est, le texte arrive. Comme Eurydice, la jeune épousée, jouait dans les prés avec les nymphes des eaux, ses compagnes, un serpent la piqua au talon, et elle mourut.
Orphée la pleura longuement sur la terre, et quand il l'eut assez pleuré, il partit la chercher au royaume des ombres. Donc c'est le royaume des morts ou les enfers. Il descendit jusque sur les bords du Styx et fendit la foule légère des morts pour s'approcher de Prospérine, non, de Proserpine. Ah, je croyais que c'était Prospérine. Ah bon, Proserpine, fille de Déméter, et implorer Pluton, le dieu qui règne en maître dans les enfers. Ah oui, c'est le nom romanisé, euh, Proserpine. Et c'est, comment elle s'appelle déjà, la fille de Déméter? Ah là là, ah j'ai oublié son nom grec, c'est pas grave. Et le Styx, c'est le fleuve, ou le fleuve des enfers, et quand les gens y boivent, ils oublient la mémoire. C'est pour ça qu'on ne se souvient pas de nos vies antérieures, paraît-il. Le poète préluda sur sa lyre et se mit à chanter. Ô vous, Dieu du monde souterrain, Dieu auquel nous appartiendrons tous un jour, puisque nous sommes tous promis à la mort, permettez-moi de vous parler avec franchise. Je ne suis pas venu pour connaître le sombre séjour, ni pour enchaîner les 3 coups de Cerbère, le fils monstrueux de Méduse. Je suis venu pour mon épouse. Le serpent sur lequel elle a posé le pied a interrompu le cours de sa vie. J'ai perdu Eurydice. J'ai essayé de supporter sa perte, je n'ai pas pu. L'amour m'a vaincu. L'amour est un dieu bien connu là-haut sur la terre. Mais vous, le connaissez-vous? Sans doute. Ah, c'est Perséphone, le nom de Proserpine. Ne dit-on pas que Pluton a enlevé Proserpine par amour? Et Platon, c'est Hadès. C'est donc l'amour qui unit le roi et la reine des enfers. Je vous en prie, au nom de ces lieux pleins d'épouvante, au nom de ce vaste chaos, au nom de ce royaume du silence, faites qu'Eurydice me soit rendue et qu'elle achève sur la terre sa vie jusqu'au bout. Je sais que tout vous est soumis, que nous devons tous aboutir ici, que cette demeure est pour nous la dernière, et que c'est vous qui régnez le plus longtemps sur les humains. Quand Eurydice aura vécu son compte d'années, elle obéira à vos lois. Je demande simplement qu'elle vive encore un peu pour moi. Si vous me refusez cette grâce, je ne retournerai pas sur mes pas. Je resterai ici, et vous pourrez vous réjouir de notre double mort, à Eurydice et à moi. Le chant d'Orphée était si touchant, le son de sa lyre si beau, qu'autour de lui pleuraient les ombres pâles. Les supplices des criminels, qui expiaient leurs fautes dans les enfers, s'interrompirent. Quant à Pluton et à sa royale épouse, ils n'eurent pas le cœur à s'opposer à la demande du poète. Ils appelèrent Eurydice. Elle se trouvait parmi les ombres qui venaient d'arriver en ces lieux. Elle s'avança lentement, gênée par sa blessure au pied. Orphée eut l'autorisation de la ramener sur la terre, à condition de ne pas la regarder, tant qu'il ne serait pas sorti des vallées infernales. S'il le faisait, il la perdrait. Oh là là, je suis en train de comprendre un truc. Les 2 époux montèrent en silence par un sentier escarpé, dans le brouillard et dans l'obscurité. Ils étaient sur le point de quitter les enfers et de fouler enfin la terre, quand Orphée, impatient de voir celle qu'il aimait, craignant qu'elle ne lui échappât, tourna vers elle des yeux pleins d'amour. Aussitôt Eurydice recule, comme tirée en arrière. Elle tend les bras à son époux, elle essaie de se retenir à lui, de le toucher encore. Elle ne touche que l'air impalpable. Elle ne se plaint pas. De quoi pourrait-elle se plaindre? D'être trop aimée? Mais elle tente de lui dire adieu, et ses paroles parviennent à peine à l'oreille du poète. Puis elle retombe dans l'abîme d'où elle était sortie. Désespéré d'avoir perdu Eurydice une seconde fois, Orphée chante sa peine et se refuse à l'amour des femmes.
Furieuses du mépris qu'il leur témoigne, les Ménades, femmes sauvages vivant en traces, s'attaquent au poète et mettent son corps en pièces. Sa tête, portée par le courant d'un fleuve, se jette dans la mer Égée et parvient à l'île de Lesbos, considérée depuis comme la patrie de la poésie. Ouh, j'ai des frissons. C'est une belle histoire. Persée et Méduse. Non loin du royaume des morts, dans l'extrême occident, vivent trois monstres effrayants qui changent en pierre quiconque croise leur regard. Les Gorgones. Je les connais. C'est dans cet autre pays de cauchemar que le jeune Persée, à l'exemple d'Orphée, va oser s'aventurer. Comme le raconte Apollodore dans sa bibliothèque, tout commence dans la ville d'Argos, en Grèce, où le roi Acrisios s'inquiète de n'avoir qu'un seul enfant, la belle Danaé. Souhaitant transmettre son trône à un garçon, il interroge un oracle. Donc le texte commence. Lorsqu'Acrisios vint consulter l'oracle à propos de la naissance d'enfants mâles, le dieu lui répondit que sa fille aurait un fils qui le tuerait. Craignant la prédiction, Acrisios fit construire une chambre souterraine en bronze où il maintint Danaé sous bonne garde. Elle fut pourtant séduite. Zeus se changea en or fluide, se coula à travers le toit dans le sein de Danaé et s'unit à elle. Je suis en train de penser à un truc. J'ai commencé les atomes, mais hier, j'ai interrompu la vidéo trop vite. J'ai une petite idée derrière la tête avec les atomes, c'est de tenter d'affilier chaque atome à une divinité. Enfin, chaque élément périodique, plus exactement. Bref, là je trouve ça intéressant qu'il se change, que Zeus se change en fluide d'or. En or fluide. Lorsque plus tard, Acrisios apprit qu'un enfant Persée était né d'elle, il refusa de croire qu'elle avait été séduite par Zeus, et il mit sa fille avec son enfant dans un coffre qu'il fit jeter à la mer. Le coffre fut poussé jusqu'à Sériphos. Là, Dictys le repêcha et il éleva l'enfant. Le roi de Sériphos, Polydectès, frère de Dictys, tomba amoureux de Danaé, mais comme Persée était devenue un homme et que le roi ne pouvait s'unir à elle, il rassembla ses amis, et parmi eux Persée, sous prétexte de réunir une contribution qui devait lui faire obtenir la main d'Hippodamie, fille d'Oïnomaos. Persée, ayant déclaré qu'il ne lui refuserait pas même la tête de la Gorgone, il demanda à tous les autres des chevaux, mais il ne prit pas les chevaux de Persée, et il ordonna de rapporter la tête de la Gorgone. Bon, j'ai pas trop compris, mais... Guidé par Hermès et Athéna, Persée va trouver les Grées, vieilles en grec, et Nio, Péphrédo et Déino. Elles étaient filles de Céto et de Phorcos, sœurs des Gorgones et vieilles femmes depuis leur naissance. Elles n'avaient à elles trois qu'un œil et qu'une dent, qu'elles se prêtaient entre elles à tour de rôle. Persée s'en empara, et comme elles les lui redemandaient, il dit qu'il ne les leur rendrait que si elles lui indiquaient le chemin qui menait chez les nymphes. Ces nymphes avaient en leur possession des sandales ailées et la kibisis, qui était une besace. Elles avaient aussi le casque de cuir d'Hadès. Les Grées, lui ayant indiqué le chemin, il leur rendit leurs dents et leur œil, alla trouver les nymphes et obtint ce qu'il désirait. Il mit sur lui la besace, ajusta à ses chevilles les sandales et mit le casque sur sa tête. Avec ce casque, il pouvait voir qui il voulait sans être vu d'autrui. Après avoir encore reçu d'Hermès une faucille d'acier, il arriva en volant à l'océan et y trouva les Gorgones endormies. Elles s'appelaient Sténo, Euryalé et Méduse.
Seule Méduse était mortelle, et c'est donc sa tête qu'on l'avait envoyée chercher. Les Gorgones avaient la tête hérissée d'anneaux écailleux de serpents, de longues défenses de sangliers, des mains de bronze et des ailes d'or qui leur permettaient de voler. Elles changeaient en pierre ceux qui les regardaient. Persée se plaça donc au-dessus de leur corps endormi, et, grâce à l'aide d'Athéna qui dirigeait son bras, en tournant la tête et en fixant un bouclier de bronze où il voyait le reflet de la Gorgone, il décapita Méduse. Quand il lui eut tranché la tête, jaillirent de son corps Pégase, le cheval ailé, et Chrysaor, le père de Gérione. Elle les avait conçus de Poséidon. Persée mit dans la besace la tête de Méduse et prit le chemin du retour. Les Gorgones s'envolèrent de leur couche et cherchèrent à le poursuivre, mais elles ne purent le voir à cause du casque qui le dérobait à leur vue. Sur le chemin du retour, Persée rencontre Andromède, fille du roi d'Éthiopie, attachée à un rocher pour servir de pâture à un monstre qui ravageait le pays de son père. Persée la délivre et la prend pour épouse. Revenu à Sériphos, il y trouva sa mère qui, avec Dictys, avait cherché refuge auprès des autels pour échapper à la violence de Polydectès. Il pénétra au palais alors que Polydectès y avait convié ses amis et, en tournant les yeux, il leur montra la tête de la Gorgone. Les assistants furent changés en pierre, chacun dans la posture où il se trouvait. Ce serait intéressant de retrouver ces statues, du coup. Après avoir établi Dictys comme roi de Sériphos, il rendit les sandales, la besace et le casque à Hermès et donna à Athéna la tête de Gorgone. Hermès rendit les objets en question aux nymphes, et Athéna plaça la tête de Gorgone au centre de son bouclier. Puis Persée, en compagnie de Danaé et d'Andromède, se hâta de gagner Argos pour y voir Acrisios. Quand il l'apprit, celui-ci, redoutant l'accomplissement de l'oracle, quitta Argos et se retira au pays des Pélages. Or, Teutamides, roi de Larissa, donna des jeux athlétiques en l'honneur de son père défunt, et Persée vint concourir. En disputant le pentathlon, il lança son disque sur le pied d'Acrisios et le tua sur le coup. Comprenant alors que l'oracle s'était réalisé, il ensevelit Acrisios à l'extérieur de la ville. Persée retourne ensuite dans sa patrie et règne sur Tirynthe, ville située non loin d'Argos, et dont les murailles gigantesques furent construites par les Cyclopes. Son fils Alcée lui succède à la tête de la ville. Les travaux d'Héraclès. Petit-fils de Persée et fils d'Alcée, Amphitryon a une épouse aimante et fidèle, Alcmène. Mais Alcmène est trop belle pour laisser Zeus insensible. Profitant de l'absence d'Amphitryon, parti pour la guerre, Zeus prend les traits et l'allure de ce dernier et s'unit à Alcmène. De cette union naît le héros Héraclès, que son père munit d'une force prodigieuse. Cependant, jalouse d'Alcmène, Héra, l'épouse de Zeus, poursuit Héraclès de sa haine. Mais je rêve ou c'est l'histoire de Merlin et de Arthur? Lorsque Héraclès eut 8 mois, Héra, qui voulait faire périr le nourrisson, envoya vers son berceau 2 énormes serpents. Alcmène appela Amphitryon à grands cris, mais Héraclès se dressa et tua les serpents en les étouffant dans ses 2 mains. Après avoir été formé au tir à l'arc, Héraclès reçut d'Hermès une épée, d'Apollon un arc et des flèches, d'Héphaïstos une cuirasse d'or et d'Athéna un manteau. La massue, il la tailla lui-même à Némée. Devenu adulte, Héraclès se marie à Mégara, fille du roi de Thèbes. Héra n'a pas oublié sa rancune. Il fut victime, par la jalousie d'Héra, d'une crise de folie, et il jeta dans le feu ses propres enfants qu'il avait eus de Mégara et 2 des enfants d'Iphiclès.
Iphiclès est le demi-frère d'Héraclès, fils d'Alcmène et d'Amphitryon. C'est pourquoi, après s'être condamné lui-même à l'exil, il se rend à Delphes pour demander au dieu Apollon où il doit s'établir. La Pythie lui dit de s'établir à Tirynthe, en se mettant pour 12 ans au service d'Eurysthée et d'accomplir les 10 travaux qui lui seraient imposés. Ainsi, dit-elle, après l'accomplissement des travaux, il serait immortel. À ces mots, Héraclès alla à Tirynthe et accomplit ce que lui commandait Eurysthée. En premier lieu, donc, Eurysthée lui ordonna de rapporter la peau du lion de Némée. C'était un animal invulnérable, engendré par Typhon. Typhon est le fils monstrueux d'Héra qu'elle a conçu par elle-même. Il est à moitié homme, à moitié fauve. C'est également le père de l'hydre de Lerne. Arrivé à Némée, il chercha le lion et commença par lui tirer des flèches. Quand il comprit que l'animal était invulnérable, il brandit sa massue et se lança à sa poursuite. Le lion se réfugia dans une grotte à 2 entrées. Héraclès en boucha une et par l'autre, il entra attaquer la bête. Il lui mit le bras autour du cou et maintint la bête étranglée jusqu'à ce qu'il l'eût étouffée. Puis il la mit sur ses épaules et la rapporta. Eurysthée, stupéfait de sa bravoure, lui interdit pour l'avenir l'entrée de la ville et lui ordonna d'exposer ses trophées à l'extérieur des portes. On dit que, dans sa peur, il fit même installer sous terre une jarre de bronze pour s'y cacher et qu'il envoya ses ordres à Héraclès pour les travaux par l'intermédiaire d'un héraut. Messager. Du coup, héraut, H-E-R-A-U-T veut dire messager, et héros, veut dire messager aussi peut-être. Messager des dieux. Ou messager des hommes pour les dieux. Comme second travail, Eurysthée ordonna à Héraclès de tuer l'hydre de Lerne. Cette hydre, nourrie dans le marais de Lerne, merci, sortait dans la plaine pour ravager les troupeaux et le pays. Elle avait un corps gigantesque et 9 têtes, dont 8 étaient mortelles et la dernière, celle du milieu, immortelle. Héraclès monta donc sur un char avec Iolaos pour cocher et se rendit à Lerne. Il fit arracher les chevaux, trouva l'hydre sur une sorte de colline près des sources d'Amimonée, où elle avait son repère. En lui lançant des traits enflammés, il l'obligea à sortir, et quand elle fut dehors, il la saisit et la tint solidement. Mais elle enlaça l'une de ses jambes et s'attacha à lui. Il avait beau abattre ses têtes à coups de massue, il n'arrivait à rien, car pour chaque tête abattue, il en repoussait 2. Un crabe géant vint au secours de l'hydre et lui mordit le pied. Aussi, après avoir tué le crabe, à son tour appela-t-il au secours Iolaos, qui mit le feu à une partie de la forêt voisine et, avec des brandons, brûla les têtes à la racine pour les empêcher de repousser. Quand de cette façon il fut venu à bout des têtes toujours renaissantes, il trancha la tête immortelle, l'enfouit sous terre et plaça par-dessus un lourd rocher, en bordure de la route qui va de Lerne à Éléonte. Quant au corps de l'hydre, il le fendit pour tremper ses flèches dans son venin. Mais Eurysthée déclara qu'on ne devait pas compter cette épreuve au nombre des 10 travaux, parce que Héraclès n'était pas venu à bout de l'hydre tout seul, mais avec l'aide de Iolaos. Héraclès doit ensuite capturer un sanglier monstrueux, vivant sur le mont Érymanthe, puis une biche aux cornes d'or, d'une rapidité extrême, la biche de Cyrénie. Le héros revient victorieux après 1 an de poursuite à travers bois. Comme 5e travail, Eurysthée ordonna à Héraclès d'enlever tout seul, en un jour, le fumier des troupeaux d'Augias.
Augias était roi d'Élide, fils du soleil, et il possédait beaucoup de troupeaux. Héraclès vint le trouver, et, sans lui révéler l'ordre d'Eurysthée, il affirma qu'il enlèverait le fumier en un jour, s'il lui donnait le 10e de son bétail. Augias, incrédule, s'y engage. Héraclès, après en avoir pris à témoin le fils d'Augias, Philéeus, fit une brèche dans le soubassement du mur de l'enclos, puis il dériva le cours de l'Alphée et du Péné, qui coulait à proximité, et amena l'eau dans l'enclos, non sans avoir prévu un écoulement par une autre ouverture. Lorsque Augias apprit que cette tâche avait été accomplie sur l'ordre d'Eurysthée, il refusa de payer le salaire, et même il nia en avoir promis un, et, sur ce point, il se dit prêt à se soumettre à un arbitrage. Quand les juges eurent pris place, Philéos fut cité par Héraclès et porta témoignage contre son père, en disant qu'il était convenu de verser un salaire à Héraclès. Augias se mit en colère et, sans attendre le vote des juges, il ordonna à Philéos et à Héraclès de quitter l'Élide. Quant à Eurysthée, il ne voulut pas compter non plus ce travail au nombre des 10 allégant qu'il avait été accompli pour un salaire. Quel connard, Eurysthée! Comme 6e travail, Eurysthée ordonna à Héraclès de chasser les oiseaux du lac Stymphale. Il y avait à Stymphalos, cité d'Arcadie, un lac nommé Stymphale, au cœur d'une épaisse forêt. C'était le refuge d'innombrables oiseaux qui craignaient d'être la proie des loups. Héraclès ne sachant comment expulser les oiseaux de la forêt, Athéna lui donna des claquettes en bronze qu'elle avait reçues d'Héphaïstos. En les faisant cliqueter du haut d'une montagne voisine du lac, il fit peur aux oiseaux. Incapables de résister au bruit, ils s'envolèrent effrayés, et de cette façon, Héraclès les tira à coups de flèches. Héraclès doit ensuite capturer le taureau de Crète, père du Minotaure et amant de la reine Pasiphae, puis les juments du roi Diomède, qui se nourrissent de chair humaine. Il va ensuite chercher la ceinture d'Hippolyte, reine des Amazones, peuplade de femmes guerrières, puis accomplit un long voyage jusqu'à l'île d'Éritie, dans l'extrême occident, pour capturer les troupeaux de bœufs de Guérion, fils de Méduse. Les 10 travaux sont achevés, mais le héros n'est pas au bout de ses peines. Quand ces travaux eurent été accomplis en 8 ans et 1 mois, Eurysthée, qui n'avait pas voulu compter les preuves des troupeaux d'Augias, ni celles de l'hydre, ordonna à Héraclès, comme 11e travail, de lui rapporter les pommes d'or de chez les Hespérides. Ces pommes se trouvaient sur l'Atlas. C'était le cadeau que la terre avait offert à Zeus pour son mariage avec Héra. Elles étaient gardées par un dragon immortel qui avait 100 têtes et faisait entendre toutes sortes de cris variés. Les Hespérides en avaient la garde avec lui. Et, on dirait, l'arbre de la connaissance qu'il y a dans la Bible, Mazette. Au cours de son voyage, et le dragon serait ce fameux serpent qui crie beaucoup. Au cours de son voyage, Héraclès abattit à coups de flèches sur le Caucase l'aigle qui dévorait le foie de Prométhée. Il délivra Prométhée. Merci, c'est cool, c'est sympa. Il arriva auprès d'Atlas, et comme Prométhée lui avait dit de ne pas aller lui-même chercher les pommes, mais de prendre la place d'Atlas pour soutenir la voûte céleste et de l'y envoyer lui, il obéit et prit sa place. Atlas alla cueillir 3 pommes chez les Hespérides et revint trouver Héraclès. Ah, comme quoi pas de touche, hein, les pommes, pas bien. Hein. J'en ai mangé une tout à l'heure. Ah, mais ça, c'est une petite clé, hein, ça c'est intéressant. Hein. C'est problématique pour les gens qui sont matériels et non divins de toucher les pommes de cet arbre, visiblement. Mais comme Atlas ne voulait pas plus tenir la voûte céleste, il dit qu'il allait porter lui-même les pommes à Eurysthée, et il invitait Héraclès à tenir le ciel à sa place. Quel connard!
Héraclès, après avoir accepté, imposa à son tour par une ruse la charge du ciel à Atlas. En effet, Prométhée, dans ses conseils, lui avait dit de demander à Atlas de reprendre le ciel le temps qu'il fasse un coussinet pour sa tête. Ah, c'est trop mignon. À ces mots d'Héraclès, Atlas posa les pommes à terre et reprit la voûte céleste. C'est ainsi qu'Héraclès ramassa les pommes et s'en alla. Comme 12e travail, Héraclès reçut l'ordre de ramener Cerbère de l'Hadès. Trop facile. Cerbère avait 3 têtes de chien, la queue en forme de serpent et, sur le dos, toutes sortes de têtes de serpent. Il se rendit au Ténare, en Laconie, où se trouve la bouche qui permet de descendre dans l'Hadès, et il y pénétra. Mais on sait où se trouve la porte alors. Mais pourquoi on n'y va pas? Je vais y aller, c'est sûr. Bah quand j'aurai un peu plus d'argent quand même. Ah, avant je voyageais sans fric, mais bon, quand même. On verra, quand même. En le voyant, les âmes s'enfuirent, sauf celle de Méléagre et de la gorgone Méduse. Il tire son épée contre la gorgone, comme si elle était vivante, et apprend d'Hermès qu'elle n'est qu'un vain fantôme. Quand Héraclès réclama Cerbère à Pluton, Pluton le mit en demeure de le maîtriser et de l'emmener sans l'aide des armes qu'il portait. Il trouva l'animal aux portes de l'Achéron. Tout couvert de sa cuirasse et enveloppé de sa peau de lion, il saisit la tête du monstre entre ses bras et ne relâcha pas sa prise ni sa pression avant de l'avoir maté, malgré les morsures du serpent qui lui servait de queue. Il l'emmena donc et, pour revenir, il fit la remontée par Trézène. Et Héraclès, après avoir montré Cerbère à Eurysthée, le ramena dans l'Hadès. C'est bien gentil, toutou. Alors, il reste Thésée et le Minotaure. Au début de ses travaux, après avoir tué le lion de Némée, Héraclès s'arrête chez les rois de Trézène. Quand les enfants qui jouent dans le palais aperçoivent la dépouille du lion sur les épaules du héros, ils croient voir un animal vivant. Tous s'enfuient sauf un, qui s'avance vaillamment vers la bête, un glaive à la main. Ce garçon de 7 ans s'appelle Thésée, et à partir de ce jour, il rêvera de ressembler à Héraclès. Il deviendra son ami et l'accompagnera dans plusieurs de ses aventures, de ses travaux. À la force d'Héraclès, Thésée joint la prudence de Persée et le charme d'Orphée. Il est considéré comme un véritable héros national par les Grecs de l'Antiquité, car la légende raconte qu'il les a débarrassés de nombreux fléaux. Le plus terrible d'entre eux est le Minotaure. C'est l'amour ardent de Zeus pour la belle Europe, fils du roi de Tyr Agénor, qui est à l'origine de ce monstre. Pour séduire l'innocente jeune fille sans l'effrayer, Zeus se métamorphose une fois de plus. Sous l'aspect d'un magnifique taureau blanc, il surgit de la mer et s'approche de la jeune fille, venue jouer avec ses compagnes sur la plage de Tyr. Ouais, et donc, ce qui revient à dire qu'à l'époque, les jeunes filles couchaient avec des animaux, quoi. Vu que c'était comme ça qu'il fallait les séduire. L'enlèvement d'Europe. La fille d'Agénor s'émerveille de voir un animal si beau et qui n'a pas l'air de chercher les combats. Pourtant, malgré tant de douceur, elle craint d'abord de le toucher. Bientôt elle s'en approche, elle présente des fleurs à sa bouche d'une blancheur sans tache. Son amant est saisi de joie et, en attendant la volupté qu'il espère, il lui baise les mains. C'est avec peine maintenant, oui, avec peine, qu'il remet le reste à plus tard. Tantôt il folâtre, il bondit sur l'herbe verte, tantôt il couche son flanc de neige sur le sable fauve. Putain, mais c'est de la zoophilie, j'adore. C'est le thème de mon livre superbe, d'ailleurs. Lorsqu'il a peu à peu dissipé la crainte de la jeune fille, il lui présente tantôt son poitrail pour qu'elle le flatte de la main, tantôt ses cornes pour qu'elle y enlace des guirlandes fraîches. La princesse ose même, ignorant qui la porte, s'asseoir sur le dos du taureau. Alors le dieu,
quittant par degrés le terrain sec du rivage, baigne dans les premiers flots ses pieds trompeurs. Puis il s'en va plus loin et il emporte sa proie en pleine mer. La jeune fille, effrayée, se retourne vers la plage d'où il l'a enlevée. De sa main droite, elle tient une corne. Elle a posé son autre main sur la croupe. Ses vêtements agités d'un frisson ondulent au gré des vents. Naissance d'un monstre, le Minotaure. Zeus parvient avec Europe dans l'île de Crète. De leur union naissent 3 fils, Minos, Sarpédon et Rhadamante. Europe se marie ensuite à Astérion, le roi de Crète, qui adopte ses 3 enfants. Parmi eux, Minos est particulièrement ambitieux. Lorsqu'Astérion mourut sans enfant, Minos voulut régner sur la Crète et on chercha à l'en empêcher. Alors, il prétendit qu'il avait reçu des dieux la royauté, et pour qu'on le crût, il soutint que ce qu'il leur demanderait se réaliserait. Au cours d'un sacrifice à Poséidon, il demanda aux dieux de faire apparaître un taureau hors des flots, en promettant de sacrifier l'animal qui apparaîtrait. Poséidon fit surgir pour lui un taureau splendide. Minos obtint la royauté, mais il envoya le taureau rejoindre ses troupeaux, et il en sacrifia un autre. Il fut le premier à avoir l'empire de la mer, et il étendit sa domination à presque toutes les îles. Poséidon, irrité contre lui parce qu'il n'avait pas sacrifié le taureau, rendit l'animal furieux, et fit en sorte que Parsiphaë, l'épouse de Minos, éprouva pour lui du désir. Tombée amoureuse du taureau, elle prit pour complice Dédale, un architecte, qui avait été banni d'Athènes à la suite d'un meurtre. Celui-ci fabriqua une vache en bois, la monta sur des roues, l'évida à l'intérieur, cousit sur elle la peau d'une vache qu'il avait écorchée, et après l'avoir placée dans le pré où le taureau avait l'habitude de paître, il y fit monter Pasiphaë. Le taureau vint et s'accoupla avec elle, comme avec une vraie vache. Ils sont fous ces Grecs. C'est ainsi que Pasiphaë enfanta le Minotaure, qui avait la face d'un taureau et, pour le reste, un corps d'homme. Minos, conformément à des oracles, le fit enfermer et garder dans le labyrinthe. Ce labyrinthe que Dédale avait construit était une demeure aux détours tortueux, telle qu'on y errait sans pouvoir en sortir. Naissance d'un héros, Thésée. Au même moment, Égée, roi d'Athènes, s'inquiète de ne pas avoir d'enfant. Il se rend à Delphes pour y consulter l'oracle d'Apollon, et sur le chemin du retour, s'arrête chez Pythée, roi de Trézène, s'enivre et passe la nuit avec Aétra, la fille du roi. Mais la même nuit, le dieu Poséidon s'unit à la jeune fille. Le lendemain, Égée repart pour Athènes. Égée recommanda à Aétra, au cas où elle donnerait naissance à un enfant mâle, de l'élever sans lui dire de qui il était le fils. Puis il laissa, sous un rocher, un coutelas et des sandales. Le jour, lui dit-il, où l'enfant pourrait rouler le rocher et les récupérer, elle le lui enverrait, muni de ces objets. Égée revint à Athènes et fit célébrer les jeux des Panathénées. Au cours de ces jeux, Androgée, le fils de Minos, vainquit tous les concurrents. Égée l'envoya affronter le taureau de Marathon, qui le tua. Quand la nouvelle de sa mort fut rapportée à Minos, il était à Paros, en train d'offrir un sacrifice. Il arracha de sa tête la couronne et fit taire la flûte. Peu après, ayant la maîtrise de la mer, Minos attaqua Athènes avec une flotte. Comme la guerre traînait en longueur, sans qu'il pût s'emparer d'Athènes, Minos supplia Zeus de lui permettre d'obtenir réparation des Athéniens. La famine et la peste frappèrent la cité. Les Athéniens demandèrent à l'oracle comment se délivrer du fléau. Le dieu leur répondit de subir l'expiation qu'il plairait à Minos de leur infliger. Ils envoyèrent donc une délégation à Minos et s'en remirent à lui pour fixer la peine. Minos leur ordonna d'envoyer 7 jeunes gens et autant de jeunes filles, sans armes, pour être la proie du Minotaure. Aétra mit au monde Thésée, le fils d'Égée,
Quand il fut devenu grand, il écarta le rocher, récupéra les sandales et le coutelas, et, par voie de terre, se hâta vers Athènes. Il purgea la route des malfaiteurs qui l'infestaient. Thésée, ayant ainsi purgé la route, arriva à Athènes. Médée, qui était alors mariée à Égée, conspira contre lui, persuadant Égée de se garder de lui comme d'un comploteur. Égée, sans reconnaître son propre fils, eut peur de lui, à cause de sa force, et l'envoya contre le taureau de Marathon pour qu'il soit anéanti par la bête. Quand Thésée eut tué la bête, Égée lui présenta un poison qu'il avait reçu le jour même de Médée. Mais au moment où Thésée allait boire le breuvage, il fit don à son père de l'épée, et Égée, en la reconnaissant, fit sauter la coupe de ses mains. Reconnu par son père et informé du complot, Thésée chassa Médée. Bah, apparemment, moi, je suis une descendante de Médée. Mais je crois que je ne suis pas la seule. Mais... Alors, le fil d'Ariane. Ah, je suis crevée, mais c'est bientôt fini. Pour le troisième tribut envoyé au Minotaure, Thésée s'offrit volontairement. Oh, qu'il est courageux, cet homme. Oh, qu'il est brave, plutôt. Comme le navire avait une voile noire, Égée donna pour consigne à son fils, s'il revenait vivant, de déployer sur le navire des voiles blanches. Lorsque Thésée fut arrivé en Crète, Ariane, la fille de Minos, amoureusement disposée à son égard, s'engage à l'aider s'il convient de la prendre pour épouse, après l'avoir emmenée à Athènes. Thésée ayant convenu sous serment de le faire, elle demande à Dédale de lui révéler le moyen de sortir du labyrinthe. Sur son conseil, elle donna à Thésée du fil, quand il y entra. Mais il m'est d'avis que ce labyrinthe est un lieu intermédiaire entre le monde des vivants et celui des morts. Et que le fil en question, c'est ce fameux fil dont on parle dans Les requins dans le ciel. Et ce fameux fil, le fil d'argent qui nous relie au monde astral. Il trouva... attends. Thésée attacha le fil à la porte, et en le dévidant derrière lui, il entra. Il trouva le Minotaure dans la partie la plus reculée du labyrinthe, et il le tua à coups de poing. Puis, et là fut inventée la boxe. Puis, en tirant le fil en sens inverse, il ressortit. De nuit, il arrive à Naxos, avec Ariane et les jeunes gens. Là, Dionysos tomba amoureux d'Ariane, l'enleva, et l'ayant emmenée à Lemnos, il s'unit à elle. J'avais oublié ça, je n'étais pas au courant. Dans son chagrin pour Ariane, Thésée, en arrivant, oublia de déployer sur le navire des voiles blanches. Égée, lorsqu'il vit du haut de l'acropole que le navire avait une voile noire, crut que Thésée était mort. Il se jeta en bas et trépassa. Thésée lui succéda comme roi à Athènes. Mais c'est bizarre. Moi, j'avais entendu qu'une fois que Thésée avait réussi à sortir du labyrinthe, il envoyait chier Ariane comme une grosse merde. Comme quoi. Donc on va dire c'est ça. C'est ça. C'est ça l'histoire. À mon avis, plutôt. Raison pour laquelle Dionysos s'est emparé d'elle. La chute d'Icare. Icare, c'est mon chien. Minos, lorsqu'il apprit la fuite de Thésée et de ses compagnons, enferma dans le labyrinthe le responsable, Dédale, ainsi que son fils, Icare, que Dédale avait eu d'une esclave de Minos, Nocratée. Mais Dédale fabriqua des ailes pour lui-même et pour son fils, et, quand ce dernier prit son vol, il lui recommanda de ne pas voler vers les hauteurs, de peur que la colle ne fonde sous l'effet du soleil et que ses ailes ne se détachent,
et de ne pas voler non plus près de la mer pour éviter que ses plumes ne se détachent sous l'effet de l'humidité. Mais Icare, charmé, « Hé, ma chérie, ma série, on jouera de la guitare tout à l'heure, quand je me réveillerai. » Oui, je zozote avec ma satte. Mais Icare, charmé, négligea les recommandations de son père et s'éleva toujours plus haut. La colle fondit et il se tua en tombant dans la mer appelée de son nom mer Icarienne. Dédale gagna sain et sauf Camicos en Sicile. J'en peux plus. Le piège de Minos. Minos le poursuivit, et dans tous les pays où il le cherchait, il apportait un coquillage en spirale, en promettant une forte récompense à celui qui ferait passer un fil à travers le coquillage, persuadé que, par ce moyen, il retrouverait Dédale. Venu à Camicos de Sicile, chez Cocalos, c'est marrant ça, auprès de qui Dédale se cachait, il montra le coquillage. Cocalos le prit, se fit fort d'y passer un fil et le donna à Dédale. C'est marrant, Cocalos, coquillage. Le coquillage vient de Cocalos, en fait. Celui-ci attacha un fil à une fourmi, perça un trou dans le coquillage et le fit parcourir par la fourmi. Lorsque Minos reçut le coquillage parcouru par le fil, il comprit que Dédale était chez Cocalos et demanda aussitôt qu'on le lui livre. Cocalos, tout en lui promettant de le faire, le fêta comme un hôte, mais Minos fut supprimé dans son bain par les filles de Cocalos. Voilà, prochain chapitre, la guerre de Troie. Bon, ça va. Hop.